Dans le Vercors, on disait que la forêt avait une mémoire plus longue que celle des hommes, qu'elle retenait les pas, les voix et même les rires. Un jeune officier d'occupation a tiré sur un chien juste pour amuser sa section. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, sans le vouloir, il venait de signer l'arrêt de mort de ses propres hommes. L'hiver 1943 n'avait pas besoin de balles pour faire peur. Il suffisait d'un ticket de rationnement froissé au fond d'une poche, d'une affiche placardée sur la porte de la mairie, d'un couvre-feu annoncé par une voix sèche, et du bruit des bottes qui revenait toujours, comme une pluie qu'on n'arrête pas. Au-dessus de Villard-de-Lans, là où les routes se resserrent et où les sapins commencent à avaler la lumière, vivait un homme qu'on appelait simplement Marceau. Pas Monsieur Marceau. Juste Marceau, comme on dit le pont, la source, le sentier. Il était garde forestier pour l'administration, garde-chasse pour les paysans, et, pour lui-même, il était surtout quelqu'un qui savait où poser le pied sans faire craquer une branche. Il avait une cabane de planches sombres, à l'écart, près d'un replat où la neige tenait plus longtemps. À l'intérieur, ça sentait la résine, la laine humide et le café de gland. Sur une étagère, un carnet à couverture noire. Les coupes, les pièges à renards, les traces de braconnage, les arbres tombés après les coups de vent. Et à côté, une boussole ancienne, cabossée, qui avait déjà vu une autre guerre. Marceau ne parlait presque jamais de 14 à 18, mais parfois, quand il se penchait sur le feu, on voyait son regard se perdre comme s'il écoutait encore un grondement lointain. Il n'était pas seul, il y avait le chien, un bâtard solide, couleur de terre, avec une oreille un peu fendue, et des yeux qui semblaient toujours demander « On y va ?» On l'appelait Brume, parce qu'il apparaissait sans bruit entre les troncs, parce qu'il disparaissait dans le brouillard comme s'il en faisait partie, et parce qu'il revenait toujours, même quand on ne le voyait plus. Brume connaissait les gestes de Marceau mieux que n'importe quel homme. Quand Marceau enfilait sa veste de drap, le chien se levait. Quand il prenait la lanterne, Brume allait déjà vers la porte. Quand Marceau s'arrêtait, immobile pour écouter, le chien s'asseyait, museau levé, et le silence devenait une chose qu'on partage. Il y avait des matins où la vie ressemblait presque à ce qu'elle avait été avant. Marceau sortait, la neige crissait sous ses sabots. Il vérifiait un collet abandonné. Il remettait en place une planche sur un petit pont de rondins. Brume trottait devant, s'arrêtait pour renifler une trace de chevreuil, puis revenait, fier, comme s'il avait accompli une mission. Et puis, il y avait les autres matins, ceux où, en descendant vers le village, on voyait une camionnette grise arrêtée près de la place, un soldat qui fumait en gardant la barrière, et des gens qui baissaient les yeux, baisaient les yeux. Ceux où la boulangerie n'avait plus que du pain sombre, lourd, et où la boulangère glissait un morceau un peu plus grand à une vieille, en regardant autour d'elle comme si le simple geste pouvait la condamner. Dans le Vercors, les rumeurs montaient plus vite que les hommes. On parlait de maquis dans les hauteurs, de jeunes qui avaient là pris le bois, de parachutage qu'on n'avait pas vu, mais qu'on jurait avoir entendu. On parlait aussi des représailles. Un camion brûlé, et c'était une grange incendiée. Un fil coupé, et c'était des otages. Marceau, lui, ne répétait pas les rumeurs. Il les rangeait, comme on range des outils. Il savait que la peur, quand elle circule, finit par faire du bruit. Et le bruit, en temps d'occupation, attire les hommes armés. Ce jour-là, il descendait justement avec Brume, vers la mairie, parce qu'on lui avait demandé de signer un papier pour une réquisition de bois. Pour l'armée, avait dit le secrétaire, la voix trop polie. Marceau n'aimait pas ces papiers, pas parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il comprenait trop bien. Sur la route, il a vu les traces avant de voir les hommes, des empreintes de pneus profondes, des pas lourds, et sur le bas-côté, une branche cassée nette comme un os. Brume s'est figé, pas grogné, figé, la queue basse, les oreilles tendues. Puis, ils sont apparus, une section, une dizaine d'hommes,
pas les plus sales, pas les plus épuisés. Ceux-là avaient encore des manteaux corrects, des sangles bien ajustées, des armes propres. Ils venaient de la vallée, et ils avaient l'air de croire que la montagne leur appartenait déjà. Au milieu, un officier, jeune, trop jeune pour avoir l'air aussi sûr de lui. Il portait ses gants comme un homme qui n'a jamais eu froid. Il parlait un français correct, avec cet accent qui rend chaque syllabe un peu plus dure, comme si les mots étaient ténants, des cailloux. Il s'est arrêté en voyant Marceau. Il a regardé la veste, le carnet sous le bras, puis le chien. Et son visage s'est éclairé. Pas d'une gentillesse, d'une idée. « Ah, le garde !» a-t-il dit, comme si c'était un personnage de théâtre. Et voilà son loup. Brume n'a pas bougé. Il fixait l'officier sans aboyer. Ce silence-là, chez un chien, ça peut être du courage, ou de l'intelligence, ou les deux. Les soldats ont ricané. Un d'eux a fait un bruit de baiser pour attirer le chien. Un autre a tapoté sa cuisse, comme on appelle un animal pour le faire venir. Brume a jeté un coup d'œil à Marceau, une fraction de seconde, et Marceau a à peine incliné la tête. Reste. L'officier a fait quelques pas, lentement, comme s'il voulait savourer la scène. Il a demandé à Marceau son nom, puis il n'a même pas attendu la réponse. Il a tourné autour du chien, évaluant comme on évalue un objet. « Il mord » a-t-il demandé. Marceau a répondu d'une voix calme. « Il garde. » « Il garde quoi? Les arbres ?» L'officier a souri, et ses hommes ont ri plus fort, heureux d'avoir une raison de rire. Marceau a senti à cet instant quelque chose de très précis. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était une faim. La faim de montrer qu'ici, même un chien n'avait pas le droit d'être fier. Un paysan passait avec une charrette. Il a ralenti, a vu la scène, et a détourné la tête comme si regarder pouvait le rendre complice. Une femme, près de la fontaine, a serré son seau contre elle. Personne ne disait rien. Personne ne bougeait. Le village entier retenait son souffle, comme on retient une toux dans une église. L'officier a demandé à Marceau où menait le chemin du haut, celui qui grimpe vers les falaises. Marceau a répondu sans donner trop. Il a parlé de neige, de brouillard, de passages dangereux. Il a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Dans la forêt, on apprend tôt que la vérité est une chose qu'on dose. L'officier a fait semblant d'écouter. Puis, il a levé la main, et un soldat lui a tendu son pistolet, presque avec empressement. Là, tout le monde a compris. Pas avec la tête, avec le ventre. Marceau a senti Brume se tendre, comme un arc. Le chien n'avait pas peur du métal, il avait peur de l'intention. Et l'intention, elle, était claire comme une vitre. « Regardez » a dit l'officier à ses hommes, en français, pour que tout le monde comprenne. Même les bêtes apprennent Yid. Il a pointé l'arme vers le chien. On aurait pu croire que Marceau allait se jeter, qu'il allait crier, qu'il allait faire ce que font les hommes quand on touche à ce qui leur reste de vivant. Mais Marceau n'a pas bougé. Et c'est ça, le premier retournement, celui qui glace plus que la neige. Il n'a pas réagi comme un homme qui perd. Il a réagi comme un homme qui enregistre. Ses yeux ont parcouru les détails, un par un, comme on mémorise un sentier de nuit. La position des bottes, la distance jusqu'au mur, le vent qui venait du nord, la main de l'officier, sûr, trop sûr. Il a même remarqué une chose absurde, une petite tache de boue sur le revers du manteau, comme si l'officier avait déjà glissé quelque part et avait décidé d'oublier. « Marceau » a murmuré quelqu'un derrière, peut-être le secrétaire, peut-être personne. Une voix qui n'osait pas exister. Marceau a posé sa main sur la nuque de Brume. Pas pour le retenir, pour lui dire adieu sans le dire. Et il a senti, sous ses doigts, la chaleur du chien. Cette chaleur simple qui, depuis des années, faisait tenir debout les jours de solitude. L'officier a ri. Un rire court, sec, comme un coup de bâton sur une table. Puis, le coup est parti. Un bruit net, trop fort pour une place de village. Les oiseaux, dans les arbres, ont explosé en battements d'ailes.
Pendant une seconde, personne n'a compris ce qu'il voyait, parce que l'esprit refuse ce qui était gratuit. Brume a vacillé, comme s'il avait trébuché, comme si ce n'était pas possible, puis il s'est effondré sur le flanc, dans la neige sale, au bord du chemin. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de paix. C'était un silence de honte, un silence où chacun se demandait « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Les soldats ont ri encore, mais quand même moins sur point fort, comme si même eux avaient bien senti que ce rire-là avait un goût mauvais. L'officier a rendu le pistolet, satisfait, comme après une démonstration. Marceau s'est agenouillé. Il n'a pas pleuré. Pas devant eux. Il a donc glissé sa main sous le coup de Brume, a senti la vie partir, rapide, et il a de retirer doucement le collier de cuir, usé, marqué par les saisons. Ses doigts ont serré la boucle jusqu'à blanchir. Il a relevé la tête. Son regard n'est pas allé vers l'officier, pas tout de suite. Il est allé vers la lisière, vers la ligne sombre des sapins, là où le chemin se perd et où le brouillard commence à avaler les formes. Comme s'il écoutait, comme s'il attendait une réponse. Et dans ce regard, il y avait une question que personne n'a osé formuler à voix haute. Si la loi des hommes venait de se briser sur une place de village, quelle loi allait prendre le relais, là-haut dans les bois? Ils ont cru que c'était fini, qu'après ce coup de feu, il ne resterait qu'un homme seul, un collier dans la main, et la peur dans le ventre. Mais dans le Vercors, la vengeance ne court pas, elle marche, elle compte ses pas, elle attend que l'autre se fatigue. Marceau est resté agenouillé longtemps, après que la section a repris la route, comme si ses genoux avaient gelé dans la neige sale. Autour de lui, le village recommençait à respirer, mais d'une respiration courte, honteuse. Personne ne venait le toucher, pas parce qu'on ne l'aimait pas. Parce qu'en 1943, toucher un homme humilié par les occupants, c'était déjà se faire remarquer. Il a soulevé Brume avec une lenteur presque cérémonieuse. Le chien n'était pas lourd, pourtant on aurait dit qu'il portait tout l'hiver avec lui. Marceau a traversé la place sans regarder la mairie, sans regarder la fontaine, sans regarder les fenêtres où des rideaux bougeaient à peine. Il n'a pas pris la route de sa cabane, il a pris le petit chemin derrière l'église, celui qui passe entre deux murets de pierre chaque sèche et qui monte vers les prés. Le curé, l'abbé Chabert, l'a vu. Il n'a pas dit « mon fils », il n'a pas fait de geste grand, il a juste ouvert la porte du cimetière, comme on ouvre un passage. Derrière les tombes, là où la terre est plus noire et où les croix de bois penchent, sous le vent, Marceau a creusé avec une pelle empruntée. La terre était dure, pleine de cailloux. Chaque coup sonnait trop fort. Il s'arrêtait parfois, non pas pour pleurer, mais pour écouter. Parce qu'il avait appris une chose à la guerre, la première, celle qu'on n'oublie jamais. Quand on souffre, on devient bruyant. Et être bruyant, c'est mourir. Il a enterré Brume près d'un vieux hêtre, à l'endroit où, l'été, l'ombre reste fraîche même à midi. Il a posé une pierre plate, pas une croix. Une pierre comme un secret. Puis, il a sorti le collier de sa poche. Le cuir était encore tiède, comme si la chaleur du chien s'y était accrochée par obstination. Marceau l'a enroulé autour de sa main, une fois, deux fois, jusqu'à sentir la boucle mordre la peau. L'abbé Chabert s'est approché, sans bruit. « Tu vas faire une bêtise, Marceau » a-t-il demandé très bas. Marceau a répondu sans lever les yeux « Je vais faire ce que je sais faire. » « Et qu'est-ce que tu sais faire ?» Marceau a enfin regardé le prêtre. Dans ses yeux, il n'y avait pas de folie. Il y avait quelque chose de plus inquiétant, de la précision. Je sais où ils vont poser le pied. Cette nuit-là, il n'est pas rentré tout de suite. Il a marché jusqu'à sa cabane, oui, mais en faisant un détour par les lisières, par les replats, par les passages où la neige se tasse différemment. Il ne cherchait pas un homme, il cherchait une habitude. Le lendemain, avant l'aube, il était déjà en haut, là où la forêt commence à avaler les sons. Le Vercors, à cette odeur-là,
n'est pas un paysage, c'est une bête endormie. Les sapins se tiennent serrés, les rochers suintent, et le brouillard s'accroche aux branches comme de la laine. Marceau s'est couché derrière un tronc, pas pour tirer. Il n'avait même pas pris son vieux fusil, il avait pris sa boussole cabossée, son carnet noir et un petit couteau de poche. Et il a attendu. Quand la section est passée, il a reconnu leurs pas, les mêmes de bottes, le même rythme, la même arrogance. Il parlait au lit fort, il fumait, il plaisantait. L'officier était là, au milieu, et sa voix portait plus que les autres. Il disait des mots français, comme on jette des pierres dans un puits, juste pour entendre l'écho. Marceau a noté l'heure, il a noté le nombre, il a noté le détail qui compte. 2 hommes fermaient la marche, toujours les mêmes, et l'un d'eux boitait légèrement. Une vieille blessure ou une chaussure trop neuve. Dans la forêt, un boitement, c'est une signature. Ils se sont arrêtés près d'un petit pont de rondins, celui que Marceau réparait chaque automne. Un soldat a tapé du pied de dessus, pour tester. Il a d'eau ri. Il a craché dans l'eau. Puis, ils ont continué. Marceau n'a pas bougé. Il a laissé la section s'éloigner jusqu'à ce que les voix deviennent des taches dans le brouillard. Alors seulement il s'est relevé. Il est allé au pont. Il n'a pas tissé les rondins. Pas encore. Il a juste retiré une cheville de bois, celle qui ne se voit pas, celle qui tient parce que tout le monde croit qu'elle tiendra toujours. Il l'a remplacée par une autre, plus fine, taillée dans un bois trop tendre. Un geste de menuisier, pas de soldat. Un sabotage qui ne crie pas piège. Un sabotage qui dit accident. Puis il était monté plus haut, vers un carrefour de sentier, où un panneau indiquait « Pas de l'ours ». Le panneau était vieux, peint à la main, et les lettres avaient bavé sous la pluie. Marceau l'a décroché. Il l'a porté sur l'épaule comme une planche. Il l'a déplacé de 50 mètres, juste assez pour que, dans le brouillard, un homme pressé prenne le mauvais embranchement. 50 mètres. Dans une ville, c'est rien. Dans le Vercors, c'est la différence entre un chemin qui redescend vers les fermes et un autre qui file vers une combe où la neige cache des trous. Il a continué ainsi toute la journée, sans jamais faire un geste trop grand. Il a effacé une trace ici, il en a créé une là. Il a cassé une branche à hauteur d'homme, comme si quelqu'un était passé en courant. Il a laissé, sur une pierre, une empreinte de semelle qu'il avait moulée dans la boue avec son propre sabot. Il a même frotté un peu de tabac sur un tronc, parce qu'il avait vu un soldat rouler ses cigarettes avec des doigts jaunes. Les détails, toujours les détails. La forêt ne ment pas, mais elle peut être ventriloque. Et pendant qu'il travaillait, une question revenait, obstinée, jusqu'où? Parce que Marceau n'était pas un héros de roman. Il savait ce que ça coûte, une escalade. Il avait vu, en 14 à 18, comment une petite décision devient une fosse commune. Il ne voulait pas la guerre dans son bois. Il voulait une leçon, une seule, pour un seul homme. Sauf que l'homme, lui, ne venait jamais seul. En fin d'après-midi, Marceau était descendu au village, pas par la route, par les jardins. Il alla frapper à la porte de l'institutrice, Madeleine Arnaud. Une femme maigre, les cheveux tirés, les mains tachées de craie. Elle a ouvert juste assez pour voir son visage. « Je ne peux pas te parler », a-t-elle soufflé. Il passe. Marceau a glissé le collier dans sa poche, comme si le cuir pouvait le brûler. « Je ne viens pas pour parler, je viens pour savoir. » Elle a hésité. Puis, elle a ouvert un peu plus. Dans la cuisine, il y avait une odeur de soupe claire et de linge humide. Sur la table, un cahier d'écolier et à côté, une carte de rationnement avec des cases déjà vides. Madeleine a baissé la voix encore davantage. Ils ont affiché quelque chose à la mairie. Une note. Ils disent que si un soldat disparaît, ils prendront 10 hommes, au hasard, et ils brûleront une grange. Marceau a senti son estomac se serrer. Voilà le piège. Pas celui qu'il posait, lui.
celui qu'on posait sur le village. Qui t'a dit ça? Le secrétaire. Il tremble. Il a vu l'officier sourire en le dictant. Marceau a fermé les yeux une seconde. Il a revu le rire, court, sec, et il a compris que ce rire-là n'était pas seulement cruel. Il était méthodique. L'officier voulait que tout le monde sache, que tout le monde ait peur, que tout le monde se surveille. Madeleine a ajouté, comme si elle lâchait une pierre dans l'eau, « Et ils cherchent un guide, ils veulent pour le monter au plateau, ils disent mais qu'il y a des bandits là-haut. » Marceau a ouvert les yeux. « Un guide? Oui, un local, quelqu'un qui connaît les sentiers. Ils vont le prendre, ils vont le forcer. » Marceau a pensé à 2 ou 3 noms, des hommes qui avaient donné des enfants, des hommes qui avaient déjà trop donné, et il a senti, pour la première fois depuis la mort de Brume, une colère qui n'était pas seulement personnelle, une colère qui avait une forme, celle d'un village qu'on tient par la gorge. Il a quitté Madeleine sans un mot de plus. Dehors, le ciel était bas, et la fumée des cheminées restait collée au toit, comme si même la fumée n'osait pas monter. Sur le chemin du retour, il a croisé Baptiste, le bûcheron, un grand type aux épaules assez larges, qui poussait une brouette vide. Baptiste a ralenti en voyant Marceau. « J'ai entendu, » a-t-il dit. Pas besoin de préciser quoi. Marceau a continué de marcher. Baptiste l'a suivi à côté, à distance, comme on marche avec un homme qui porte quelque chose de dangereux. « Tu vas faire quoi ?» a demandé Baptiste. Marceau a répondu sans s'arrêter, « Je vais les empêcher de choisir. » Baptiste a froncé les sourcils. « De choisir quoi ?»« Le moment, le lieu, les otages. » Baptiste a avalé sa salive, puis il a dit, presque malgré lui, « Il y a des gars là-haut, dans les bois, tu sais ?» Marceau s'est arrêté net. Le mot n'avait pas été prononcé, mais il flottait entre eux. Le maquis. « Je sais, » a dit Marceau. « Alors va les voir. » Marceau a secoué la tête. « Si je vais les voir, je les amène ici, et si je les amène ici, c'est le village qui brûle. » Baptiste a regardé autour, comme si les murs pouvaient t'écouter. « Et si tu fais ça tout seul, c'est toi qu'ils prendront. » Marceau a repris sa marche. « Qu'ils me prennent? Moi, ça ne fait pas 10. » Baptiste a attrapé son bras. Une seconde, juste une seconde. Un geste d'ami, un geste de peur. « Marceau, tu n'es pas seul à avoir perdu quelque chose. » Marceau a retiré son bras doucement. Il n'a pas répondu. Parce que répondre, c'était accepter. Et accepter, c'était déjà engager les autres. Cette nuit-là, dans sa cabane, il n'a pas allumé la lampe tout de suite. Il est resté assis dans le noir, à écouter le bois craquer, le vent siffler dans les fentes. Il a sorti son carnet noir. Il a tracé, à la lueur d'une braise, des lignes simples. La route, le pont, le carrefour, la source, la combe. Pas une carte de soldat, une carte d'homme qui a marché là toute sa vie. Puis il a entendu, très loin, un bruit qui n'avait rien à faire dans la montagne à cette heure. Un moteur, un camion qui monte, lentement, comme un insecte obstiné. Marceau a soufflé sur la braise. Il a éteint toute lumière. Il a pris sa veste, sa boussole, et il est sorti. En contrebas, sur la route qui serpente, 2 phares découpaient d'orte le brouillard. Le camion s'est arrêté près de la mairie. Des silhouettes ont bougé, des voix, des ordres, et puis un autre bruit, une porte qu'on ouvre violemment, un homme qui proteste, un coup, peut-être, un gémissement étouffé. Marceau n'a pas eu besoin de voir le visage pour comprendre. Ils avaient ainsi trouvé leur guide. Il s'est glissé entre les arbres, jusqu'à un point où il pouvait entendre sans être vu. La radio du détachement grésillait, une voix métallique, impatiente. L'officier parlait, et même dans les parasites, on sentait son sourire. Demain, à l'aube, le plateau. Il nous montrera. Un autre soldat a ri. Quelqu'un a dit quelque chose comme « S'il ment, on le laisse là-haut. » Marceau a serré le collier dans sa poche, si fort que la boucle lui a entaillé la paume.
et dans cette douleur, il a compris la vraie règle du jeu. S'il frappait trop fort, trop vite, il se vengerait sur les innocents. S'il ne frappait pas du tout, il monterait, il trouverait les caches, il reviendrait avec le feu. Alors il fallait autre chose. Pas une vengeance qui éclate, une vengeance qui efface, une vengeance qui fait disparaître une section, sans donner au village une raison de payer. Il a reculé dans la forêt, jusqu'à ce que les voix ne soient dites plus que du vent. Et là, seul entre les sapins, il s'est posé la question qu'il évitait depuis le début. Est-ce qu'on peut punir un homme sans condamner les autres? Au loin, le camion a redémarré. Les phares ont glissé sur les troncs, comme des yeux qui cherchent. Marceau a levé la tête vers la ligne noire du plateau, invisible dans la nuit. Et il a compris qu'au matin, ce ne serait plus son histoire, à lui. Ce ne serait même plus l'histoire d'un chien abattu pour rire. Ce serait l'histoire de tout un village, et d'un guide qu'on emmenait de force là où la forêt, elle, ne pardonne pas les erreurs. Ils sont partis à l'aube, sur deux, cartes en main, fusil propre, bottes neuves. Et pourtant, ce matin-là, dans le Vercors, ce n'étaient pas eux qui choisissaient la route. C'était la forêt. Et la forêt, quand elle commence à guider, elle ne ramène pas toujours. Le jour se levait à peine sur les toits du village, un jour gris, sans couleur, comme si le ciel avait peur de se montrer. On entendait le camion avant de le voir, ce grondement lourd qui monte dans les côtes et qui fait vibrer les vitres. Les soldats parlaient fort, pour se donner du courage ou pour écraser le silence. Et l'officier, lui, avait cette voix nette, impatiente, comme un homme qui croit que tout lui appartient, même le temps. Entre deux hommes, il y avait le guide, pas un guide comme dans les livres, pas un montagnard fier avec un bâton. Non, un homme du coin, arraché à sa porte dans la nuit, la chemise encore froissée, les yeux trop ouverts. Il s'appelait Lucien Ray, et il avait des mains de paysan, des mains qui savaient tenir une faux, pas une boussole. On lui avait mis une corde autour du poignet, pas serrée comme une entrave, serrée comme un rappel. Marceau les a vus sans être vus. Il était déjà plus haut, dans les sapins, là où la pente casse et où les pas deviennent prudents. Il n'avait pas dormi. Il avait seulement changé de place, comme une bête qui sent l'orage. Il connaissait Lucien. Tout le monde connaissait Lucien. Un homme qui parlait peu, qui avait une femme malade, et un garçon de 8 ans qui courait derrière les charrettes en criant. Qu'est-ce qu'il lui avait promis? Qu'est-ce qu'il lui avait montré pour qu'il marche là, au milieu d'eux, sans s'effondrer? La colonne a quitté la route et s'est engagée sur un chemin de terre qui montait en lacets. La neige de la veille avait fondu en boue, une boue noire qui colle aux semelles et qui fatigue les chevilles. Le brouillard descendait des barres rocheuses, il s'accrochait aux branches, il effaçait les distances. À 10 mètres, on ne voyait plus qu'une silhouette. À 20, on ne voyait plus rien. Plus vite, a lancé l'officier en français, avec cet accent qui rendait les mots durs, comme des cailloux dans la bouche. Lucien a hoché la tête. Il a montré du doigt un embranchement. Sa main tremblait à peine, juste assez pour que Marceau le remarque. Et Marceau a compris. Lucien essayait de gagner du temps. Pas de les perdre tout de suite, non. De les ralentir, de les faire arriver là au chaud quand la lumière serait mauvaise, quand le froid tomberait, quand les nerfs lâcheraient. Mais l'officier n'était pas venu pour une promenade. Il voulait une prise. Il voulait revenir au village avec quelque chose à montrer. Un prisonnier, une arme, un drapeau. N'importe quoi qui fasse taire les murmures et qui transforme la peur en obéissance. Marceau s'est déplacé en parallèle, à travers les arbres, sans casser une branche. Il avait cette façon de poser le pied sur la mousse, sur les racines, comme s'il connaissait chaque relief par son prénom. Il ne regardait pas seulement la colonne, il regardait le terrain autour, les sorties possibles, les endroits où un homme peut disparaître et ceux où il ne peut pas. Ils ont atteint le petit pont de Rondin en milieu de matinée. Celui-là même que Marceau avait
réparé, avec une cheville trop tendre. Le pont était bas, au-dessus d'un ruisseau gonflé par la fonte, une rive d'eau brune qui roulait des feuilles de morte et des bouts de glace. Le premier soldat a posé le pied dessus sans réfléchir. Le bois a gémi, un son court, comme un soupir. Il a ri, a tapé du talon pour se moquer du travail des Français. Le deuxième a suivi, le troisième aussi. Et puis, au milieu, le rondin a cédé. Pas d'un coup spectaculaire, pas comme au cinéma. Juste une cassure sèche, un affaissement, et une jambe qui passe au travers. Le soldat a hurlé, un cri aigu qui a déchiré le brouillard. Il est tombé sur le côté, le genou tordu d'une façon qui n'était pas faite pour un genou. Pendant une seconde, tout le monde s'est figé. Même l'eau semblait s'être arrêtée. L'officier a juré. Il a attrapé le soldat par le col, l'a secoué comme si la douleur était une faute. « Debout !» a-t-il craché. Mais le soldat ne pouvait pas. Son visage était devenu blanc et ses mains cherchaient quelque chose à serrer, n'importe quoi, pour ne pas hurler encore. Lucien a fait un pas en arrière, instinctivement, comme si le pont allait avaler tout le monde. Un autre soldat a pointé son arme vers lui. « C'est toi ?» a demandé l'officier, calmement, trop calmement. Lucien a secoué la tête, la bouche ouverte sans son. Il n'avait même pas les mots pour se défendre. Marceau, lui, n'a pas bougé. Il a senti une pointe de satisfaction, oui, mais elle a été immédiatement écrasée par autre chose, la peur de la conséquence, parce qu'un blessé, c'est du bruit. Et le bruit, c'est ce qui attire les représailles. L'officier a pris une décision rapide. Ils ont fait une attelle de fortune avec une branche et une sangle. 2 hommes ont été désignés pour soutenir le blessé. 2 hommes de moins pour surveiller. 2 hommes de moins pour tirer. La colonne a repris, mais le rythme avait changé. Les plaisanteries s'étaient hauteintes. On n'entendait plus que les souffles et le frottement des sangles. Et là, Marceau a vu la première fissure. Pas dans leurs armes, dans leur certitude. Plus bas haut, le chemin se divisait vers un replat qu'on appelait, entre gens du coin, la Combe des loups. Un nom ancien, pas parce qu'il y avait encore des loups, mais parce que l'endroit avale les sons et renvoie les échos de travers. Quand on parle là-dedans, on croit entendre quelqu'un répondre. Marceau avait déplacé le panneau. 50 mètres, juste assez. Lucien a hésité. Il a regardé à gauche, puis à droite. Il savait. Il savait que le panneau mentait. Il savait aussi que s'il corrigeait, il prendrait un coup, ou pire. Alors il a choisi la solution la plus humaine. Il a obéi au panneau, en espérant que la combe les ralentirait encore. Ils sont entrés. Le brouillard s'est épaissi comme une porte qu'on ferme. Les sapins se resserraient, les rochers suintaient, et le sol, sous la neige molle, cachait des trous, des pierres, des racines. Un endroit parfait pour se tordre une cheville, pour perdre un chargeur, pour glisser sans comprendre pourquoi. Marceau les suivait de loin, et il a senti, à un moment, quelque chose d'autre dans l'air. Pas une odeur, une présence, comme quand on sait qu'on n'est plus seul dans une pièce, sans avoir entendu la porte. Il a levé les yeux vers une barre rocheuse. Là, entre 2 troncs, une silhouette immobile, puis une autre. Des hommes qui ne bougeaient ni pas, qui ne parlaient mille pas, qui regardaient Ruth seulement. Le maquis. Ils étaient vomouchtes là depuis le début, mais ils ne s'étaient pas montrés. Ils attendaient, eux aussi. Marceau a eu un frisson, pas de peur, de responsabilité, parce que si le maquis était là, ça voulait dire que l'affaire dépassait déjà son collier serré dans la poche. Ça voulait dire que, quelque part, quelqu'un avait décidé que cette section ne devait pas redescendre en état de punir le village. Un craquement a retenti derrière la colonne. Un son sec. Un soldat s'est retourné, a levé son arme, a scruté le brouillard. « Qui est là ?» a-t-il crié en allemand. Rien. Le silence a répondu, mais un silence qui n'était plus neutre.
un silence qui écoute. L'officier a ordonné une pause près d'un rocher plat. Ils ont sorti une gourde, partagé une cigarette. Le blessé gémissait, les dents serrées. Lucien était assis à l'écart, les mains sur ses genoux, comme un écolier puni. Un soldat le surveillait, la baïonnette posée contre sa botte, pour qu'il la voie. Marceau, caché derrière un tronc, a observé l'officier. Il ne regardait pas seulement la carte, il regardait ses hommes. Il comptait, il évaluait, et dans ses yeux, il y avait une irritation qui montait. Pas contre la montagne, contre l'idée même qu'on puisse lui résister. Alors il a fait ce que font les hommes dangereux quand ils sentent qu'ils perdent la main. Il a cherché un coupable. Il s'est approché de Lucien, lentement, comme un chat. « Tu nous mens », a-t-il dit en français. « Tu nous emmènes où tu veux. » Lucien a levé les yeux. Il a murmuré « Je vous emmène au plateau, comme vous avez dit. » « Et si je découvre que tu joues ?» L'officier a souri, un sourire sans joie. « Tu sais ce que je fais, moi, quand quelqu'un joue. » Lucien a avalé sa salive. Il a regardé autour, comme s'il cherchait un visage connu dans le brouillard. Il n'a trouvé que des uniformes. Marceau a senti sa main se crisper sur le collier dans sa poche. Il a eu envie, une seconde, une seule de sortir, de mettre fin à tout ça d'un geste simple. Mais il a revu la note à la mairie. 10 hommes, une grange, le feu. Et il est resté immobile. L'officier a donné un ordre. 2 hommes ont été envoyés en avant, en éclaireur, pour sécuriser le chemin. Ils ont disparu dans le brouillard, silhouettes avalées de par les sapins. Marceau a compris le danger. Des éclaireurs, ça peut tomber sur le maquis. Ça peut provoquer une fusillade. Et une fusillade, ça laisse des traces, des douilles, des corps, des preuves. Et les preuves, ça se paie toujours au village. Il a glissé sur le côté, a pris un raccourci invisible, une sente de charbonnier qui contourne la combe, et rejoint plus de l'eau un passage étroit entre 2 rochers, le genre d'endroit où 2 hommes ne passent pas de front. Il est arrivé avant eux, parce qu'il connaissait la pente comme on connaît une pièce de sa maison. Là, il a fait quelque chose de simple, presque ridicule. Il a déplacé 3 pierres par plates, juste au bord du sentier, là où la neige les cachait. Pas un piège de guerre. Un piège de montagne, celui qui fait croire aux pieds qu'il y a du sol, alors qu'il n'y a que du vide. Quand les 2 éclaireurs sont arrivés, ils marchaient, vite, trop vite. Ils voulaient bien y prouver qu'ils n'avaient pas peur. Le premier a posé le pied. La pierre a basculé. Il a glissé, a tenté de se rattraper, a entraîné l'autre. Ils ont dévalé sur 2 mètres, pas plus, mais assez pour se cogner, assez pour lâcher un juron, assez pour faire du bruit. Et ce bruit-là a eu un effet immédiat. Derrière, la colonne s'est arrêtée net. Les armes se sont levées, les regards se sont croisés. Dans le brouillard, chaque son devient une menace. « On nous tire dessus ?» a demandé quelqu'un, la voix trop haute. « Non !» a répondu un autre, mais il n'en était pas sûr. L'officier a couru vers l'avant, furieux. Il a vu ses hommes au sol, couverts de neige et de boue, et il a explosé. Il a frappé l'un d'eux du revers de la main, comme si la montagne était une insulte personnelle. Et c'est là que Marceau a vu le vrai tournant. Ce n'était pas la blessure, ce n'était pas la chute, c'était ça. L'officier qui frappait ses propres hommes, la discipline qui se fissure, la peur qui change de camp. Un soldat, un jeune, a murmuré quelque chose à son voisin. Marceau n'a pas entendu les mots, mais il a vu le regard. Un regard qui dit « Pourquoi on est de là ?» Un regard qui dit « Il va nous faire crever pour son orgueil ». Ils ont continué malgré tout. Plus diado, le vent s'est levé. Il portait des grains de neige fine, comme du sable. La radio du détachement a commencé à grésiller, puis à cracher du vide. Dans ces reliefs, les ondes se perdent, rebondissent, meurent. L'officier a tapé sur l'appareil, a changé d'angle, a juré encore. Rien. Plus de radio, plus de repères. Un blessé, 2 éclaireurs secoués.
et un guide qui tremble. Combien de temps avant que quelqu'un, dans cette section, décide que le plus simple, c'est de faire payer Lucien, ou de redescendre au village et de faire payer tout le monde? Marceau a accéléré. Il devait les empêcher de redescendre en colère. Il devait les pousser plus haut, encore, jusqu'à l'endroit où la forêt et la roche font un nœud. En fin d'après-midi, la lumière a commencé à tomber, cette lumière bleue des montagnes qui fait paraître les visages plus durs. La colonne a débouché sur un replat, et là, comme une apparition, une petite cabane de berger, en pierre port sèche, toit de lauze, porte basse. Une cabane qu'on utilise l'été, quand les bêtes montent. L'hiver, elle est vide. L'officier a ordonné qu'on y passe la nuit. Les hommes ont poussé la porte. L'odeur de froid et de suie les a accueillis. Dans l'âtre, il y avait des cendres. Pas des cendres anciennes, des cendres grises, encore fines, comme si un feu avait brûlé, là il n'y a pas longtemps. Un soldat a approché sa main. « C'est tiède » a-t-il soufflé, surpris. Tout le monde s'est figé. Qui avait fait du feu ici? Un berger? En plein hiver, à cette altitude? Un maquisard? Et s'il était parti? Depuis combien de temps? Ils ont fouillé la cabane. Sous une paillasse, rien. Dans un coin, une boîte d'allumettes vide. Sur une étagère, un quignon de pain dur, trop dur pour être d'aujourd'hui. Et puis, sur la table, au milieu, comme posé exprès, un objet banal. Un collier de chien, du cuir usé, une boucle de métal, une petite plaque sans nom. Marceau a senti son cœur se serrer, comme si on lui avait mis la main dedans. Ce collier-là, il le connaissait. Il l'avait serré dans sa paume jusqu'au sang. Il ne l'avait pas laissé ici. Alors qui? Le maquis? Quelqu'un du village? Baptiste? Madeleine? Ou Lucien, d'une manière ou d'une autre? L'officier a pris le collier, l'a soupesé, a plissé les yeux. Il a compris que ce n'était pas un hasard. Il a regardé ces hommes et pour la première fois, son assurance a vacillé. Pas longtemps, juste une seconde. Mais une seconde suffit, parfois, pour que les autres le voient. Des superstitions, a-t-il lâché trop vite. Des jeux de paysans. Personne n'a ri. Dehors, le vent a soufflé plus fort, et la cabane a craqué comme un vieux bateau. Dans le brouillard, on aurait juré entendre des pas autour, puis plus rien. Un soldat a serré son fusil contre lui comme un enfant serre une couverture. Et dans cette pièce étroite, avec ce collier sur la table, une idée s'est installée dans les têtes, lente et glacée. Ils n'étaient plus ceux qui traquent. Ils étaient ceux qu'on mène. Marceau, lui, était dehors, à quelques dizaines de mètres, invisible entre deux sapins. Il regardait la petite fenêtre jaune de la cabane, cette lumière fragile qui tremble dans la nuit. Il savait que le plus dur commençait maintenant, parce qu'une section qui a peur devient imprévisible, et un officier humilié devient dangereux pour tout le monde. Alors, Marceau s'est posé la question qu'il n'avait pas encore osé formuler clairement. Si la forêt se referme vraiment, est-ce qu'elle laissera sortir Lucien vivant? Et est-ce que lui, Marceau, pourra encore choisir jusqu'où va la punition, quand d'autres mains, là oiseaux, attendent déjà le moment de frapper? On croit toujours que la guerre se décide par les armes, mais parfois, elle se décide par une erreur minuscule, et par un homme qui connaît chaque arbre. Cette nuit-là, dans le Vercors, une section entière allait comprendre qu'on peut perdre une bataille sans même voir l'ennemi, et que le rire, quand il a été trop loin, laisse une trace plus visible que le sang. Dans la cabane de berger, la lampe tempête faisait une lumière jaune, malade, qui tremblait à chaque rafale. Les hommes étaient montés tassés comme dans une cale. Ça sentait la laine humide, la graisse d'armes, la sueur froide. Le blessé gémissait par à-coups, comme si son corps se rappelait la douleur par vagues. Personne ne parlait fort. Même ceux qui, le matin, plaisantaient en montant, avaient maintenant la voix basse, comme si la montagne pouvait entendre. L'officier, lui,
ne dormait pas. Il tournait dans la pièce étroite, la carte à la main, mais on voyait bien qu'il ne lisait plus vraiment. Il cherchait autre chose, une explication qui ne l'humilie pas, un coupable qui ne soit pas la montagne. Son regard revenait toujours au collier posé sur la table, ce cuir usé, cette boucle de métal. Il l'avait pris, l'avait reposé, comme si l'objet brûlait. Lucien Ray était assis près de la porte, les mains sur ses genoux. Un soldat le surveillait, baïonnette visible, pas pour le tuer, pour lui rappeler qu'il pouvait. Lucien avait les yeux rouges, pas seulement de peur, de fatigue aussi, et de honte. La honte d'être là, au milieu d'eux, à servir de corde. Dehors, Marceau attendait dans l'ombre des sapins. Il avait trouvé un creux, entre deux rochers, un endroit où le vent passait au-dessus. Il avait la bouche sèche, et dans sa poche, ses doigts touchaient le vide où le collier aurait dû être. Il se répétait la même question, encore et encore. Qui l'a posé là? Il n'avait pas donné ce signe. Il n'avait pas voulu que ça devienne un symbole. Il voulait une punition précise, contrôlée. Pas une légende qui échappe. Et pourtant, là-haut, d'autres yeux regardaient aussi. Le maquis n'était pas une ombre unique. C'étaient des hommes dispersés, des silhouettes qui se connaissent sans se parler, des gestes convenus. Marceau avait reconnu, dans l'après-midi, la carrure de Baptiste, l'ancien instituteur de Saint-Martin en Vercors, celui qui avait quitté l'école avec une valise et qui était revenu avec un fusil anglais. Il avait reconnu aussi un gamin, trop jeune, qu'on appelait Pierrot, qui portait des messages bois-vélo quand il était en bas, et qui, ici, portait des chargeurs comme un adulte. Marceau n'aimait pas ça, pas parce qu'il méprisait le maquis, parce qu'il savait ce que ça coûte quand ça tire. Quand ça tire, ça ne s'arrête jamais au bon moment. Vers minuit, un bruit a coupé le vent, un bruit sec, métallique, comme une pierre qui heurte une gamelle. Dans la cabane, tout le monde s'est figé. Un soldat a levé son arme vers la fenêtre. Un autre a soufflé. « C'est quoi ça ?» L'officier a fait signe de se taire. Il a collé son oreille à la porte. Silence. Puis, très loin, un appel d'oiseau. Pas un vrai. Un appel imité, trop régulier. Un code. Marceau a compris, avant eux. Le maquis se parlait. Et s'il se parlait, c'est qu'il se préparait. À l'aube, ils sont sortis. Le ciel était d'un blanc sale, sans soleil. La neige fine avait repris, pas assez pour recouvrir les traces, juste assez pour les rendre floues. Le genre de neige qui ment. Les hommes avaient les yeux gonflés, les lèvres gercées. Ils ont avalé un bout de pain dur, une gorgée d'eau. Plus bas, au village, on comptait les tickets de rationnement. Ici, on comptait les cartouches. La radio n'avait toujours rien. L'officier a frappé l'appareil, a changé d'antenne, a juré. Rien. Dans ces reliefs, la voix du monde se casse. Ils ont repris la marche. Le blessé boitait, soutenu par deux hommes. Ça ralentissait tout. Ça énervait l'officier. Et quand un officier est énervé, il devient dangereux pour ceux qui sont à portée. Marceau les a laissés avancer, puis il a glissé sur le côté, vers un passage qu'on appelait le pas de la chèvre. Un étranglement entre deux barres rocheuses, où le sentier se réduit à une bande de terre et de pierre. Là, on ne déploie pas une section. Là, on passe en file. Là, un seul homme peut bloquer 10. Mais Marceau n'avait pas l'intention de les bloquer. Pas encore. Il voulait les faire choisir, les pousser à prendre la mauvaise décision, celle qui les coupe du bas. Et c'est là que le premier coup de feu a claqué. Pas un échange, un seul, sec. Puis un cri, étouffé, comme si quelqu'un avait avalé sa propre douleur. Un soldat a basculé sur le côté, la main sur l'épaule. Pas mort. Touché. Juste assez pour que la peur s'installe comme une bête dans le ventre. Les hommes se sont jetés derrière les rochers. Les fusils ont pointé vers le brouillard. Ils tiraient beau parfois, au hasard, pour se rassurer. Les balles tapaient à la pierre, faisaient sauter des éclats. Et dans ce vacarme, on entendait autre chose. Le souffle court,
les ordres qui se contredisent, les « où » et les « qui » n'ont pas de réponse. Le maquis ne cherchait pas à faire un carnage, il cherchait à casser la colonne, à la plier, à la faire reculer ou avancer n'importe comment. L'officier a hurlé « En avant !» parce que reculer, c'était admettre qu'on les menait, et lui ne pouvait pas admettre. Alors ils ont avancé, en tirant dans le vide, en glissant sur les pierres. Et au moment où ils ont atteint le pas, une seconde détonation a retenti, plus proche, et un autre homme est tombé. Cette fois à la jambe. Il a hurlé longtemps, trop longtemps. Un hurlement qui reste dans la gorge des autres. Marceau, caché plus haut, a senti son estomac se serrer. Ce n'était plus ses accidents, ce n'était plus sa main. C'était la guerre, la vraie, celle qui ne demande pas ton avis. Il a cherché Baptiste du regard, mais il ne voyait que des ombres. Et il a compris, avec un froid soudain, le collier sur la table, ce n'était pas un message pour l'officier. C'était un message pour lui, une façon de dire « maintenant, c'est nous ». La section a fini par passer le pas, mais elle a été cassée. 2 blessés graves, un blessé léger, des hommes de Ruck qui tremblaient, et surtout, une certitude nouvelle. Ils étaient attendus à chaque tournant. L'officier a pris Lucien par le col, l'a tiré contre lui. « Tu savais, » a-t-il craché, « tu savais qu'ils étaient libres là. » Lucien a pleuré, sans bruit. « Je vous jure, je ne sais plus rien. Je ne sais plus où on est. » Et c'était vrai. Dans le brouillard, dans la neige, avec les bitirs, même un homme du coin perd ses repères. Le Vercors, quand il veut, efface les chemins comme on efface une ardoise. Ils ont tenté de redescendre. C'était logique. Retrouver la route, le camion, la radio, l'autorité. Mais la descente, ils ne l'ont pas trouvée. À un carrefour de Sente, là où un vieux cairn indiquait autrefois la direction du village, quelqu'un avait déplacé les pierres. Pas beaucoup, juste assez pour que l'œil se trompe. Et l'officier, pressé, a choisi la mauvaise branche. Au bout d'1 heure, ils sont tombés sur un ravin étroit, un couloir de roche où l'eau gelée faisait une langue brillante. Impossible de passer avec un blessé. Impossible de faire demi-tour vite. Ils étaient coincés. Et là, le maquis a cessé de tirer. Le silence est revenu d'un coup, brutal, presque plus violent que les balles. On entendait les gouttes tomber, le frottement d'une botte, un homme qui vomit derrière un rocher. L'officier regardait autour, les yeux fous, comme s'il cherchait une porte dans un mur. Marceau a bougé. Il est descendu, lentement, sans se cacher cette fois. Il a contourné par un petit couloir de buis et de sapins rabougris, et il est apparu à une dizaine de mètres, sur un replat. Un soldat l'a vu et a levé son arme. Marceau n'a pas levé les mains. Il n'a pas couru. Il s'est arrêté, droit, comme un homme qui n'a plus rien à perdre. L'officier l'a reconnu, pas tout de suite, puis ses yeux se sont fixés et quelque chose a traversé son visage. Une mémoire, un village, une cour, un chien qui tombe, un rire. « C'est toi », a-t-il dit presque calmement, comme si enfin le monde redevenait simple. Le garde. Marceau a senti sa gorge se serrer. Il a pensé à la cabane, à la gamelle près du poêle, à la laisse accrochée au clou, à ce silence après le coup de feu. Il a pensé aussi à Lucien, à sa femme malade, à son garçon de 8 ans, et il a compris que s'il tirait maintenant, ici, devant eux, il deviendrait exactement ce que l'officier avait voulu prouver, que la force décide de tout. « Vous n'avez plus de radio », a dit Marceau, d'une voix basse. « Vous n'avez plus de route, et vous avez des blessés. » L'officier a souri, un sourire mauvais. « Tu crois que ça me fait peur ? Je redescends au village, je prends 10 hommes, je brûle une grange, et tu viendras me supplier. » Marceau a regardé Lucien. Lucien a baissé les yeux. Et c'est là que le vrai verdict est tombé. Pas dans une balle, mais dans un détail. Derrière l'officier, un de ses soldats, le jeune qui murmurait la veille, a reculé d'un pas. Pas par peur de Marceau.
par peur de son propre chef. Un pas minuscule, mais irréversible. La discipline était morte, l'officier pouvait menacer, frapper, hurler. Il ne pouvait plus être suivi. Un sifflement a traversé l'air, un signal, puis un autre. Et soudain, des silhouettes se sont sorties des rochers, des troncs, des replis. Pas une armée, une poignée d'hommes, mais placés comme il faut, là où il faut. Le maquis, Baptiste en tête, le visage fermé, le fusil stable. « Posez les armes », a dit Baptiste, simplement, en français. Pas un cri, une phrase de maître d'école. Les soldats ont hésité. Ils regardaient l'officier. L'officier a levé son pistolet, non pas vers le maquis, vers Lucien. Et là, tout a basculé. Marceau a bougé plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Il a attrapé le poignet de l'officier, l'a tordu. Le pistolet est tombé dans la neige avec un bruit sourd. L'officier a tenté de frapper, mais Marceau l'a repoussé d'un coup d'épaule. Pas pour le tuer, pour l'empêcher. Baptiste a avancé d'un pas. Ça suffit. L'officier a regardé autour de lui, et il a compris. Il a compris que personne ne viendrait, que la radio était muette, que le camion était loin, que le village, cette fois, ne serait pas sa Soncène. Il a craché dans la neige. « Vous êtes des bandits. »« Peut-être, » a répondu Baptiste. « Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes pris. » Les soldats ont commencé à poser leurs armes, un à un, comme on pose un fardeau trop lourd. Certains pleuraient d'eau de rage, d'autres de soulagement. Le jeune a posé son fusil à le premier, sans même regarder l'officier. Marceau, lui, regardait l'officier. Il attendait de sentir la joie. Il ne sentait rien, juste une fatigue immense et une tristesse qui ne partait pas. On a attaché les prisonniers, on a pris les blessés, on a emmené Lucien à l'écart, on lui a donné de l'eau, on lui a parlé doucement. Il tremblait encore, mais il respirait. Il était vivant, et ça, dans ces années de là, c'était déjà une victoire. Avant de partir, l'officier s'est retourné vers Marceau. Ses yeux ont cherché une dernière prise, une dernière humiliation. « Ton chien », a-t-il murmuré, comme une lame. Il n'a servi à rien. Marceau a senti la colère remonter, brûlante, prête à tout emporter. Il aurait pu faire ce que la guerre rend si facile, effacer un homme et appeler ça justice. Mais il a pensé au village, aux affiches sur la mairie, aux otages, aucune représailles. Il a pensé à ce que le rire avait déclenché, et il a choisi la limite. « Si », a dit Marceau, « il a servi à vous faire monter. » L'officier a voulu répondre, mais Baptiste l'a poussé en avant. La colonne de prisonniers a disparu entre les sapins, avalée par le brouillard comme elle avait été avalée la veille, mais cette fois, sans arrogance, sans chant, sans bottes fières. Juste des pas lourds. Plus tard, quand tout s'est calmé, Marceau était redescendu seul. Il a pris un chemin qui évite les fermes, qui longe les murets de pierres sèches, là où les gens du Vercors cachent parfois un sac de farine ou une lettre. Le village était là, en bas, avec ses toits sombres, ses volets fermés, sa peur habituelle. Personne n'a couru vers lui, personne n'a crié victoire. On ne crie pas quand on sait que demain peut encore brûler. Il est allé jusqu'au vieux Hêtre, là où la terre avait été remuée quelques darcons quelques jours plus tôt. La neige avait recouvert le petit monticule, lissant tout, comme si la montagne voulait effacer les traces. Marceau s'est agenouillé. Il a posé sa main sur le sol froid. Il n'a pas parlé. À qui parler de toute façon? À un chien qui ne répond plus? À une forêt qui ne donne pas d'explication? Le vent a fait bouger les branches, et un instant, on aurait pu croire entendre, très loin, un écho de rire. Mais ce n'était pas un rire, c'était juste le bois qui craque. Dans ces montagnes, on n'a pas retenu le nom de l'officier, on a retenu le silence après son rire. Et on s'est demandé longtemps, en regardant les sapins, est-ce que la forêt a rendu justice, ou est-ce qu'elle a seulement montré ce que les hommes deviennent quand ils oublient la mesure?